Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Demain à la Une, le premier de cette année 2024. C'est donc mardi prochain qu'on va connaître l'arrêt de la Cour de cassation ici en France et qui concerne l'accusation de complicité de crimes contre l'humanité de Lafarge en série. Le cimentier français fait face à 4 chefs d'accusation, et ce depuis 2017, dans l'affaire de financement de groupes armés dans Daesh par sa filiale en série. La plus haute juridiction française doit donc rendre sa décision la semaine prochaine sur le pourvoi formé en mai 2022 par le groupe. Pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Sandra Cossard, directrice de l'association Sherpa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes partie civile dans cette affaire, on en parlera. Et Fabrice Balanche, vous êtes maître de conférence en géographie à Lyon 2, spécialiste de la Syrie et du Moyen-Orient. Bonjour. Bonjour. Je reviendrai d'ailleurs aussi à votre lien avec cette affaire dans quelques instants. Alors Sandra Cossard, je commence tout d'abord avec vous. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le début de cette affaire, puisque tout a commencé en 2014, mais l'affaire a commencé en 2013. À ce moment-là, il y a eu des soupçons contre Lafarge via sa filiale syrienne. Plusieurs millions d'euros auraient été donnés à des groupes terroristes, dont le groupe État islamique, afin de maintenir l'activité du cimentier en série à Jalalabia, pour être plus précis, alors que le pays s'enfonce dans la guerre à ce moment-là. Oui, alors comme vous venez de le rappeler, on est en 2012, mais dès 2010, en fait, le groupe Lafarge, qui est une entreprise multinationale, rachète une usine et donc fait un gros investissement dans cette région de Jalalabia. Il la rachète en 2007 d'ailleurs et elle commence ses fonctions en 2010, effectivement. Exactement. Et donc, au moment où les conflits s'intensifient, on est à peu près en 2012, il y a déjà des enlèvements de salariés. L'État islamique et d'autres groupes ont commencé à prendre possession de cette région-là. L'entreprise décide d'évacuer ses salariés étrangers, mais de contraindre ses salariés syriens à continuer à opérer pour faire opérer son usine sur place, au risque justement de les mettre en danger, puisqu'il y a notamment Daesh qui a des checkpoints et différents risques qui ont été depuis documentés. Donc, les salariés français ont, eux, été rapatriés à partir de 2012, me semble-t-il. Exactement. Et donc, cette phase de tension arrive à son paroxysme en 2014, au moment où l'État islamique prend possession de l'usine et où les salariés syriens qui restent sont obligés de s'enfuir. Il n'y a aucun plan d'évacuation qui a été prévu par l'entreprise. Et donc, ce qu'on nous dit dans les témoignages qu'on a reçus, c'est que non seulement ces salariés subissaient des menaces de l'État islamique, parce que, notamment quand ils passaient les checkpoints, mais aussi des menaces de l'entreprise, parce que s'ils ne restaient pas à leur poste, ils étaient menacés de licenciement, notamment sans aucune indemnité. Donc, ce qui ressort de cette situation-là, c'est qu'une entreprise multinationale a pu bénéficier dans cette zone de conflit, en fait, et continuer à tirer les bénéfices de cette zone-là au mépris des droits humains et notamment de ses salariés syriens. Alors, l'enquête française a évalué à peu près ces versements entre 4,8 et 10 millions d'euros pour le seul groupe État islamique. Les paiements ont été faits pour pouvoir faciliter la circulation et des marchandises et des salariés. Fabrice Balanche, vous dites on fait un faux procès à Lafarge et vous avez d'ailleurs fait une note d'expert dans le cadre de l'instruction qui était plutôt favorable à la version de Lafarge. De quoi s'agit-il exactement, cette note d'expert ? Oui, alors, je ne vais pas dire un faux procès, mais un mauvais procès. Un mauvais procès parce qu'il faut se remettre dans le contexte géopolitique de l'époque. La situation en Syrie, à partir de juillet 2012, effectivement, commence à se dégrader nettement, avec différents groupes qui prennent le contrôle du nord de la Syrie, donc au détriment du régime syrien. Il faut savoir que l'usine Lafarge, en juillet 2012, quand le régime syrien se retire, tombe sous le contrôle des forces kurdes, ce qui va devenir ensuite les YPG, les forces démocratiques syriennes, qui vont être appuyées par les Occidentaux contre Daesh. Mais comme Lafarge recrute ses employés dans un rayon à peu près de 100-150 km autour de l'entreprise, eh bien, certains employés résident dans des zones qui sont tenues par entre d'autres groupes. D'ailleurs.
André qui, à partir de mars 2013, tombe sous le contrôle du front Al-Nosra. Et qui va ensuite il va y avoir une scission au sein de Al-Nosra entre Al-Nosra et Daesh. L'État islamique va s'intituler ainsi donc à partir du mois d'avril 2013 et commencer à étendre son influence. Donc c'est une situation qui est assez compliquée. Vous avez des checkpoints sur toutes les routes contrôlés par diverses milices. Et pour faire venir les employés jusqu'à l'usine, effectivement, Lafarge est obligé de payer les checkpoints parce que sinon les employés ils peuvent être kidnappés et puis tués si l'entreprise ne paye pas la rançon. Alors, et ça, c'était pas seulement Lafarge, c'était toutes les entreprises qui étaient en Syrie qui étaient soumises aux mêmes conditions. Mais quand on entend ça, on a envie de dire l'autre option a été de quitter la Syrie, puisque aujourd'hui, au lieu d'avoir à faire affaire avec des groupes terroristes, de quitter la Syrie. Et là, j'arrive à une autre question, puisque toute l'affaire est sortie d'abord dans la presse avant que la justice ne s'en saisisse, puisque Bercy avait déposé plainte à ce moment-là, c'était en juin 2016. Il y a eu d'abord ce qui était sorti, entre autres l'enquête de notre ancienne collègue Dorothée Myriam Kellou, qui était sortie dans Le Monde, et Bercy dépose une plainte qui donne lieu à l'ouverture d'une enquête préliminaire. Et on se pose la question aussi de l'État français. Que savait le Quai d'Orsay, puisque Jean-Claude Veillat, qui était le responsable sécurité de Lafarge Paris, avait indiqué qu'il a eu des entretiens réguliers avec la DGSE, la DGSI, mais aussi d'ailleurs la direction militaire ici en France. Et en 2018, donc 2 ans après le début, une lettre envoyée au juge d'instruction par l'ancien ambassadeur de France à Damas, Éric Chevalier, qui a été consulté par les médias, où on dit qu'en fait, on reconnaît finalement que le Quai d'Orsay était au courant. Bien sûr, le Quai d'Orsay était au courant. Il faut se remettre dans le contexte. Juillet 2012, tout le monde pense qu'Assad en a pour une semaine, 15 jours. Laurent Fabius, après l'explosion qu'il y a eu à Damas le 18 juillet, dit Assad est fini, c'est terminé, il va tomber. Et on va entendre ça pendant 2 ans. Assad n'en a plus que pour une semaine, pour 15 jours, etc. Les zones tenues par les différents groupes rebelles, ce sont des zones, selon le Quai d'Orsay, des zones libérées, tenues par l'armée libre syrienne, des démocrates, etc. Et on cache, en fait, le fait que cette opposition est complètement gangrénée par des groupes islamistes et des groupes djihadistes. Il faut savoir que la France a placé le front Al-Nosra sur la liste des organisations terroristes qu'en mai 2013. Les États-Unis l'avaient fait en novembre 2012 et c'est en mai 2013 seulement que la France va le faire. La France refuse de bombarder Daesh en Syrie, l'État islamique en Syrie, avant le mois d'août 2015, après l'attentat du Thalys. Il y a une espèce de myopie du gouvernement français par rapport à la situation en Syrie. Et en fait... Même s'il y a des inquiétudes, parce qu'on l'a vu dans les échanges, par exemple, de mails qui ont été consultés par le journaliste qui en fait l'enquête, il y a quand même des inquiétudes, entre autres, à l'intérieur même de Lafarge en Syrie. Il y a des inquiétudes, c'est sûr. Et on dit, c'est pas grave, on continue. C'est sûr, mais ce qui se passe, c'est que je pense que l'État français, l'ambassadeur de France, a conseillé à Lafarge de rester parce que quitter une zone libérée, alors qu'Assad allait bientôt tomber, ça aurait été donné un très mauvais signal, finalement. C'est-à-dire que, finalement, dans les zones libérées, c'est pas si démocrate que ça, c'est pas si sécurisé que ça. On a peut-être besoin de construire et qu'on aura besoin de ciment, peut-être. Vous savez, l'usine tournait au ralenti, parce qu'ils ne pouvaient pas se fournir en matériel. Le marché, de toute façon, du bâtiment était à plat pendant cette période chaotique. Donc, il n'y avait pas des enjeux économiques très forts sur le moment. C'était un enjeu politique. Il fallait rester là pour montrer que c'était une zone libérée, que le régime allait tomber et qu'on allait reconstruire une nouvelle Syrie. Sandra Cossard, alors il y a une enquête préliminaire qui est donc déclenchée en septembre 2016 et quelques semaines plus tard, deux ONG dont la vôtre, Sherpa et le Centre européen pour les droits constitutionnels et droits humains, ainsi que 11 anciens salariés de Lafarge en Syrie, vont donc se constituer partie civile. Que se passe-t-il exactement à ce moment-là ? On décide en effet en octobre 2016 de déposer plainte avec notre partenaire ICCHR et 11 plaignants, comme vous le dites, qui sont des anciens salariés de l'usine Lafarge sur différents fondements. Et je reviens sur l'idée que ça pourrait être un faux procès de Lafarge. Pas du tout, parce que là, l'idée, c'est vraiment de savoir quelles sont les responsabilités, notamment de ces acteurs économiques qui tirent profit et qui continuent de tirer profit dans des zones de conflit. Ça ne disculpe pas du tout d'une responsabilité potentielle du gouvernement. Là, on est sur les acteurs économiques. Et donc, les fondements sont notamment la complicité de crimes contre l'humanité,
la mise en danger de la vie d'autrui et en l'occurrence des salariés syriens de la filiale, comme j'en parlais tout à l'heure, et la violation de l'embargo et aussi financement de terrorisme. Terroriste, ouais. Donc le dépôt de cette plainte, il vient complémenter la plainte initiale de Bercy, mais qui était sur un tout autre fondement, uniquement la question de l'embargo. Là, il s'agit de pouvoir faire reconnaître et donner accès aux victimes syriennes et potentiellement accès à la réparation. Et de savoir si la justice française peut rendre responsable une entreprise qui continue à tirer profit, et notamment complice de crimes contre l'humanité ou mise en danger de la vie d'autrui sur ces questions-là. Oui, alors l'été 2017, ce sont 8 cadres et dirigeants de Lafarge qui sont mis en examen. Un an plus tard, c'est le cimentier Lafarge qui est à son tour mis en examen avec les chefs d'accusation, les 4 chefs d'accusation dont vous venez de parler, que je rappelle: complicité de crimes contre l'humanité, mise en danger de la vie d'autrui, financement d'une entreprise terroriste et violation d'un embargo sur le pétrole. Et là, en fait, on parle depuis 2017 à aujourd'hui. On est encore en train de discuter de ces 4 chefs d'accusation. Est-ce que ce sont bien ceux-là ou pas ? Oui, alors vous avez mis le doigt vraiment sur ce qui constitue aujourd'hui aussi la faiblesse du pouvoir judiciaire français, c'est que le temps judiciaire n'est pas le temps des victimes. Nous avons déposé plainte en 2016, mais on l'a rappelé tout à l'heure, les exactions, elles ont commencé dès 2012 à 2014. Ça veut dire que ces victimes-là syriennes, elles attendent depuis presque 12 ans. Ouais. Et qu'aujourd'hui, en effet, et avec la décision de la Cour de cassation, on n'en est encore que sur des questions procédurales. Et on n'en est pas du tout au moment de la condamnation. On en est au moment de l'instruction. On n'est pas encore l'instruction. Exactement. Donc on en est sur des questions procédurales parce que aussi Lafarge est venu faire un pourvoi de nouveau devant la Cour de cassation, alors même que la Cour de cassation a, pour le moment, entériné le fait qu'une personne morale, et en l'occurrence Lafarge, peut être complice de crimes contre l'humanité. Ce qui est une première mondiale. Ce qui est une première mondiale, exactement. Sûr, mais ça, c'est le travail de nos associations, c'est d'essayer de trouver des voies judiciaires et non plus simplement une condamnation morale pour dire est-ce qu'aujourd'hui, ces acteurs économiques qui sont plus puissants que certains États peuvent être responsables des activités qu'ils commettent et notamment des crimes qu'ils commettent à l'étranger à travers leurs filiales. Et c'est exactement ça que nous allons voir en deuxième partie de cette émission pour rentrer un peu plus dans ces allers-retours entre la Cour d'appel et la Cour de cassation pour comprendre ce qui va se décider la semaine prochaine. Et ça sera entre autres avec la co-directrice du département entreprises et droits humains de votre partenaire, le ECCHR. Merci infiniment, Sandra Cossard, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice de l'association Sherpa. Merci beaucoup. Je vous garde pour la deuxième partie. Merci à nos téléspectateurs. On revient juste après le bulletin d'information. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à vous dans cette deuxième partie de Demain à la Une que nous consacrons donc à l'affaire de Lafarge en Syrie. Comme je le disais en première partie, l'arrêt de la Cour de cassation sera donc connu la semaine prochaine concernant le pourvoi qui a été justement formulé par Lafarge. C'était en mai 2022. Alors, j'ai toujours avec moi Fabrice Balanche, maître de conférence en géographie à Lyon 2, spécialiste de la Syrie et du Moyen-Orient. Et je rappelle d'ailleurs qu'en mars prochain, vous allez publier les leçons de la crise syrienne, apparaître chez Odile Jacob. Merci en tout cas de rester avec nous. Et vient nous rejoindre par Skype Canel Lavitte, co-directrice du département entreprises et droits humains au ECCHR. Bonjour à vous, merci d'être avec nous et je vais justement commencer avec vous puisqu'on s'est arrêté à la fin de la première partie sur le début, en tout cas le déclenchement de cette enquête préliminaire de cette affaire et puis 2 ans après l'ouverture de l'enquête préliminaire, eh bien Lafarge en tant que personne morale est aussi mise en examen pour les mêmes actes d'accusation dont on parlait tout à l'heure pour les 8 dirigeants, mais surtout pour complicité de crimes contre l'humanité, une décision historique et une première mondiale. Tout à fait. Donc c'est une mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité. Et peut-être pour relater les faits qui sous-tendent cette mise en examen, je vais juste me permettre de citer la décision de la Cour de cassation en 2021 qui est très éclairante et qui constate que la société Lafarge a financé via ses filiales les activités de l'État islamique à hauteur de plusieurs millions de dollars, alors qu'elle avait une connaissance précise des agissements de l'État islamique qui étaient susceptibles d'être constitutifs de crimes contre l'humanité. Donc vraiment, les actes qui sous-tendent cette mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité, il y a deux types d'actes. Les actes de complicité. Donc qu'est-ce qui a facilité
cette commission de crimes contre l'humanité. Il a été relevé un financement de 13 millions d'euros à divers groupes armés actifs dans la région de l'usine de Lafarge, dont l'État islamique, via le paiement de taxes, d'achat de ressources naturelles et de matières premières. Il y a eu également des constatations dans l'instruction qui ont été faites sur le fait que l'État islamique avait un budget à l'époque constitué essentiellement d'environ 80% qui venait de taxes et de matières premières justement, et que ce budget était consacré essentiellement à la planification et la commission d'attaques contre des populations civiles, non seulement en Syrie uniquement, mais aussi à l'étranger et possiblement en France. Et ensuite, sur ce qu'on appelle le crime principal en droit, qu'est-ce que ces actes de complicité auraient pu faciliter comme crime? Il y a eu dans le dossier d'instruction, et c'est ce qui aussi sous-tend la décision de la Cour de cassation, des indices graves ou concordants que l'État islamique aurait commis des crimes contre l'humanité dans la région de l'usine de Lafarge et parfois même à quelques dizaines de kilomètres de l'usine. Les juges se sont basés sur, par exemple, la Commission internationale indépendante impartiale des Nations Unies sur la Syrie qui a relevé des actes absolument horribles, des décapitations, des enlèvements, des violences sexualisées, de la réduction en esclavage. Mais il a aussi été relevé que les employés de l'usine Lafarge étaient fréquemment ciblés par ces actes possiblement constitutifs de crimes contre l'humanité, puisqu'ils faisaient partie des groupes de population qui étaient ciblés par l'État islamique à l'époque, les Alaouites, les chrétiens, les Kurdes, et qu'ils ont fait déjà dès 2012 l'objet d'enlèvements, et même l'un d'eux qui essayait de retirer son salaire est porté disparu à ce jour. Alors, je rappelle juste que les hauts magistrats, justement, ici en France, ont dit qu'il ne fallait pas forcément, qu'il n'était pas nécessaire pour un complice de crimes contre l'humanité qu'il appartienne à l'organisation ou pour que l'infraction soit retenue, et qu'il suffirait, je cite, qu'il ait connaissance de ce que les auteurs principaux commettent ou vont commettre comme crime contre l'humanité, qui est facilité par son aide ou assistance. Alors, je reviens vers vous, Fabrice Balanche, puisque vous avez été sur place, vous avez aussi enquêté sur place, et je vous repose cette question encore une fois, puisqu'on sait à ce moment-là ce qu'est l'État islamique. Est-ce que vraiment Lafarge n'avait pas d'autre solution? Alors, à quel moment on sait ce qu'est l'État islamique? Déjà, même en 2013-2014, on sait quand même que ce n'est pas qu'il s'agit de groupes terroristes. Alors, oui, le Front Al-Nosra, qui est la branche syrienne d'Al-Qaïda, d'où va sortir l'État islamique, effectivement, on connaît ses agissements sur le terrain, il n'y a pas de souci. Il faut quand même rappeler que c'est un groupe qui, à l'époque, est soutenu par les alliés de l'Occident, le Qatar, l'Arabie Saoudite, contre Bachar el-Assad. Et souvenez-vous, à un moment donné, lorsqu'on condamne l'ancêtre donc de Daesh, vous avez Laurent Fabius qui dit « c'est pas tellement une bonne idée parce qu'on nous a dit que sur le terrain, ils faisaient du bon boulot contre le régime. » Et donc, on a quand même un État français l'État islamique en Irak qui va fermer les yeux sur les agissements des djihadistes parce qu'ils sont efficaces pour faire tomber le régime syrien. Et c'est dans ce cadre-là que, évidemment, on demande à Lafarge de rester sur place parce que c'est une zone, que je le disais, une zone libérée, une zone qui doit être le laboratoire de la nouvelle Syrie, et on met sous le tapis la poussière djihadiste pendant un certain temps. À un moment donné, les crimes deviennent trop graves, et là, on ne peut plus, évidemment, s'en affranchir, mais il faut rappeler que l'usine Lafarge n'était pas sous le contrôle de l'État islamique, était sous le contrôle des milices kurdes. C'est la zone de recrutement des employés, c'est effectivement là où ils pouvaient vendre un peu de ciment, parce que l'usine tournait quand même au ralenti, il ne faut pas se leurrer, la Syrie est en plein chaos. Je ne pense pas que Lafarge ait fait beaucoup de bénéfices à l'époque. Ce qu'il fallait, c'était maintenir l'activité de l'entreprise pour éviter que si on la déserte, elle soit complètement pillée. Parce que pour éviter le pillage de l'entreprise, il fallait qu'elle continue à représenter un intérêt financier pour les groupes qui étaient autour et qui y voyaient en fait une vache à lait. Alors, Canel Lavitte, en septembre 2021, pour comprendre un peu le processus, la Cour de cassation invalide un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avait annulé la mise en examen de Lafarge pour complicité de crimes contre l'humanité. Donc, en mai 2022, la Cour d'appel de Paris a confirmé finalement que Lafarge demeurait mise en examen de ces chefs d'accusation qui sont complicité de crimes contre l'humanité et mise en danger de la vie d'autrui. Sauf que le cimentier français va se pourvoir en cassation, et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et ça veut dire que, c'est ce que je disais un peu en première partie, pour le moment, on ne parle toujours pas du fond de l'affaire, même s'il y a des victimes.
Alors, vous l'avez très bien dit dans votre très beau résumé d'une procédure complexe. En réalité, non, il y a déjà eu une analyse du fond du dossier parce qu'il y a eu des décisions de la Cour de cassation qui se sont penchées sur la mise en examen, sur le principe de la mise en examen. Et une mise en examen, c'est quoi? C'est la constatation qu'il y a des indices graves ou concordants dans un dossier d'instruction qui fait plusieurs dizaines de milliers de pages, que Lafarge ou ses anciens dirigeants auraient pu vraisemblablement participer aux infractions. Mais là, en revanche, la décision qui va être rendue la semaine prochaine, effectivement, elle porte sur des points qui ont été portés par Lafarge et ses anciens dirigeants devant la Cour de cassation, qui sont très procéduraux, qui sont très techniques. Le premier point, c'est est-ce que les juridictions françaises sont compétentes pour juger de la complicité de crimes contre l'humanité en Syrie? Alors sur ce point-là, il y a déjà eu une décision de la Cour d'appel dans ce dossier qui a considéré qu'elle était compétente. Donc on verra si la Cour de cassation va accepter ce pourvoi et si oui, comment elle va se positionner. Et le deuxième point procédural, qui en a néanmoins un enjeu très très important, c'est celui de est-ce que la loi française s'applique aux salariés syriens de la filiale de Lafarge en Syrie? Et ça, c'est un enjeu énorme. Pardon, je vous vois pas. Oui. Non, mais absolument. C'est effectivement, c'est la grande question aujourd'hui. Et je me retourne vers vous, Fabrice Balanche, pour dire aujourd'hui, effectivement, une des questions qui est soulevée, c'est quelle loi s'applique, même si les salariés et les parties civiles ont apporté la preuve que la maison mère était au courant et que c'est elle qui décide. Oui, d'accord, mais bon, les employés syriens de Lafarge, c'était des employés locaux soumis à un contrat syrien, donc Lafarge n'avait forcément pas les mêmes obligations institutionnelles que par rapport à des expatriés, qu'effectivement elle a été obligée de rapatrier en 2012 pour raison de sécurité. Moi, comme vous le disiez, je suis allé sur place et à chaque fois que je passe à côté de la cimenterie, que je discute avec les gens, ils me disent quand est-ce que Lafarge revient, quand est-ce qu'on rouvre la cimenterie, parce que... Oui, mais là, il n'y a plus Daesh. Donc non, il n'y a plus Daesh, mais... moins mis en danger. Oui, mais justement parce que... travaillent pour Lafarge, oui, mais dans les conditions de 2012. Lafarge, ça les avait sortis de la misère. On est dans une région extrêmement pauvre. Quand la cimenterie s'est installée, ça a été la prospérité dans la région. Et les gens que j'ai rencontrés sur place... Ça ne va pas justifier la mise en danger par la suite, je veux dire. Non, mais ils étaient toujours très contents que la cimenterie continue à tourner parce qu'au moins, ils avaient leur salaire qui était versé et ils pouvaient vivre, contrairement à tous les autres dont les activités étaient à l'arrêt du fait de la guerre. Je reviens justement vers vous, Canel Lavitte. Il y a des procédures, il y en a en cours aux États-Unis, il y en a qui sont terminées. À l'automne 2022, Lafarge avait plaidé coupable, a accepté de payer 778 millions de dollars d'amende et de confiscation aux États-Unis pour avoir fourni soutien matériel et financier en 2013-2014. Donc on parle vraiment de la même affaire à l'État islamique et offrant al-Nusra. Et depuis décembre 2023, des citoyens américains de la communauté yézidite, dont la militante Nadia Morad, qui est elle-même ancienne rescapée de l'organisation de l'État islamique, ont aussi porté plainte. Est-ce que toutes ces procédures aux États-Unis peuvent influer sur ce qui se passe en France ? Alors, oui, le plaider coupable en soi, nous, on le trouve insuffisant parce qu'en réalité, pas un centime de ces millions ne vont aller à des victimes syriennes ou à des anciens employés de Lafarge. En revanche, si vous lisez les faits qui sous-tendent le plaider coupable qui sont publiés, qui est publié par le ministère de la Justice américaine, en fait, ils corroborent énormément ce qu'on a vu dans le dossier d'instruction en France, et notamment les éléments sur lesquels je suis absolument pas d'accord avec ce que votre invité, M. Balanche, vient de dire. Il corrobore le fait qu'il y avait dans les décisions internes qui ont été prises par les dirigeants de Lafarge, qui ont justifié le maintien de l'usine, il y avait la connaissance du fait que des menaces et des injonctions de l'entreprise ont été faites à leurs employés de continuer de venir à l'usine alors même que ces employés manifestaient à leurs employeurs Lafarge tant en Syrie qu'en France, les risques énormes qui étaient pris pour leur vie et la peur avec laquelle ils vivaient. Donc il y a ces éléments-là. Et il y a aussi des emails internes qui ont été récupérés donc, par les États-Unis qui montrent que les dirigeants de Lafarge disent non, il faut maintenir l'usine parce qu'il ne faut pas mettre en difficulté la fusion à venir avec le groupe Holcim, le grand cimentier suisse. Qui reprend Holcim, la fusion qui a eu lieu en 2015, c'est ma mémoire bonne. Tout à fait. Donc, ils montrent vraiment le deux poids, deux mesures. On ne peut pas faire évacuer des salariés internationaux et dire qu'ensuite, il n'y avait pas de risque et qu'on maintient ensuite les salariés salariés. C'est un deux poids, deux mesures qui est extrêmement incompréhensible du point de vue sociologique, politique, mais aussi juridique. Je vous donne quelques secondes, allez-y.
Toutes les ONG font ça. Hein. Lorsqu'en 2019, les Turcs attaquent le nord-est de la Syrie, les expatriés de MSF et compagnie fuient, et les employés locaux des ONG, elles restent sur place. Oui, sauf qu'ils ne sont pas là pour faire de l'argent, si vous voulez. C'est aussi ça, peut-être, la grande différence. Alors, en tout cas, la semaine prochaine, le 16, exactement, on entendra donc l'arrêt de la Cour de cassation qui va décider ce qui va se passer par rapport au pourvoi qui a été formé par Lafarge. Concernant surtout d'ailleurs ce qui dérange Lafarge, c'est la complicité de crimes contre l'humanité. Merci infiniment à vous, Canel Lavitte, co-directrice du département entreprises et droits humains de ECCHR. Et merci Fabrice Balanche d'avoir été avec nous tout le long de cette émission. Je rappelle que vous allez publier au début mars, paraîtra donc les leçons de la crise syrienne chez Odile Jacob. Merci à vous. Merci à Sandra Cossard, directrice de l'association Sherpa, qui était avec nous en première partie de cette émission. Merci à vous tous d'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. Bon week-end à tous.